Le programme agricole à la France Insoumise, pour ceux qui sont intéressés, il y a un livret agriculture qui est vraiment qui a été élaboré avec beaucoup de soin par des agriculteurs, par des ingénieurs agro, par des administratifs qui travaillent dans l'agriculture et qui travaillent tous ensemble. Ça représente pas mal de personnes. Il y a plus de 20 personnes qui travaillent en permanence dessus, plus une soixantaine qui sont des référents, parce qu'ils sont plus spécialisés, pointus dans certains domaines. Et ça balaye de la production à l'alimentation. Voilà. Donc on est parti du principe du constat que la libéralisation des marchés agricoles a imposé aux producteurs français et européens des prix qui sont ceux du marché mondial. C'est-à-dire que ça n'a pas toujours été le cas. En France, à une période bénie pour les agriculteurs, enfin, entre guillemets, il y avait une régulation, c'est-à-dire que les prix des denrées alimentaires produites dépendaient pas du cours mondial. Et pour ça, on avait plusieurs outils de régulation. Alors, l'État français s'engageait à racheter les surplus de production alimentaire à un certain prix. Donc c'était une sécurité pour les agriculteurs d'abord parce qu'ils savaient exactement à quel prix ils allaient pouvoir vendre leurs récoltes. C'était renouvelé d'une année sur l'autre, hein, ça a duré pendant des années et ça fonctionnait plutôt pas mal. Il y avait aussi un autre moyen, c'était de planifier. Alors c'est vrai que pour nous à l'AFI ça commence à devenir moins un gros mot la planification parce qu'en réalité c'est pas forcément mauvais. Et c'est-à-dire qu'on essaye d'orienter la production, on essaye de produire ce qu'il nous faut de blé, ce qu'il nous faut de lait, et pas en surplus permanent. Et donc, comme ça veut dire qu'il n'y a pas trop de marchandises sur le marché qui font baisser les cours. Parce que oui, il faut quand même savoir quelque chose, c'est que certaines personnes pensent qu'un marché dérégulé va se réguler tout seul, l'autorégulation des marchés. Pour les marchés agricoles, c'est avéré, c'est un fait avéré que même les pays les plus ultra-libéraux, les plus sont d'accord avec ça, c'est que les prix des matières agricoles fluctuent énormément, plus que tout le reste, hein, pour un tas de raisons qui dépendent du climat, effectivement, des récoltes, mais aussi, on ne sait pas, c'est très volatile, ce sont des marchés très très volatiles. Et voilà, donc il faut protéger, nous on pense à la France Insoumise qu'il faut protéger les agriculteurs. Ça a existé, alors avec certains outils, il y a aussi la protection aux frontières avec certaines possibilités comme les... Ouais, voilà, tiens, tu vas en parler un peu ? Oui, au niveau des frontières, ce qu'on peut faire, c'est vraiment tout le grand limité simple, c'est-à-dire que tout ce qui rentre à la frontière ne peut pas être acheté, on va dire, en dessous des coûts de production français. Donc de fait, ça protège. Alors c'est sûr que dans le vent ultra-libéral actuel, ça sonne comme un blasphème, ce que je viens de dire. Mais c'est pas du tout ça, parce qu'en fin de compte, ça pourrait permettre, plutôt que de récupérer des taxes de douane à la frontière pour après les redistribuer, je sais pas trop où, c'est même pas ça, c'est qu'on leur dit, c'est facile à tracer, mais on avait l'informatique, etc., avec des contrôles. Des salades qui arriveraient d'Espagne en dessous, mettons, des 40 centimes du gars de Cavaillon qui a besoin de 40 centimes pour produire ses salades, si elles arrivent à moins, elles ne rentrent pas. Sinon, il faut que l'acheteur, le supermarché les achète 40 centimes. Le producteur espagnol, avec un peu de chance, où il va tout garder pour lui, où il va peut-être un petit peu mieux rémunérer ses salariés, et nous, de notre côté, ça nous permet de protéger nos producteurs. Ça évite la concurrence, justement, libre et faussée actuelle, contrairement à ce qu'ils disent. Et donc, ça serait un moyen simple, entre guillemets, très facile à mettre en place, sans grosse, je dirais, infrastructure douanière ou autre, un moyen simple de protéger nos marchés. Donc ça, c'est une des propositions de la France Insoumise sur le côté prix. Ah, voilà. Et aussi qu'on laisserait rentrer que ce qui est produit. Alors après, il y a la relocalisation des productions. Disons que ce qu'on dit, c'est pas du tout le communisme, à dire vous allez produire exactement tant de kilos, mais en gros se mettre d'accord dans les actes pour tant de milliers de tonnes ici, tant de milliers de tonnes, etc. Donc on se débrouille avec les droits de plantation et tout ça pour savoir ce qu'il y a à peu près besoin en Europe ou en patates, etc. Avec bien sûr une marge sécurité, parce que l'agriculture, chacun sait qu'on a en gros une année blanche sur 5 en moyenne, hein, ce qu'on perd entre grêle, etc. Donc on calcule tout ça pour y être à peu près, c'est pas une organisation au millimètre. C'est pour ça que ça s'appelait à l'époque organisation commune de marché. Organisation, on s'organise. On n'est pas stupide pour se tirer tous dans les pattes. Hein. Donc c'est une idée aussi d'organiser ça au niveau européen.
pour développer un peu le côté politique, parce qu'on est quand même là en tant que politique, il est évident qu'on n'est pas assez, je dirais, naïf pour croire que même si vous nous amenez au Parlement européen, même si on est 50 de la France insoumise, on va bousculer les choses. Ce qu'on sait, c'est qu'on va pouvoir les bousculer, on va pouvoir négocier pied à pied pour justement éviter que tout ce dont on a parlé, les lois sur l'eau, etc., tout dérive doucement, on va essayer de gagner des petits points. On ne va pas gagner la bataille en une fois. Par contre, on prépare le terrain pour que dans 3 ans aux élections présidentielles, cette fois on passe à autre chose. On a une vision bien sûr à plus long terme, on n'est pas des politiques qui regardent dans notre nez juste pour des places au Parlement européen, ça on s'en fout. On regarde un peu plus loin, et donc à ce moment-là, on ne pourra sortir de tout ce bazar, de tout ce qu'on propose là, évidemment on ne peut le faire que si on modifie profondément l'Europe, c'est-à-dire qu'on modifie les traités européens. Parce que ce qui nous tue, ce qui nous enferme à l'heure actuelle, c'est on doit financer, donc je pars sur un plan plus large que celui qu'on a vu jusqu'à présent, on doit financer une transition écologique, donc on doit investir dans un tas de choses différentes, et comme on l'a fait dans les années 60, comme l'avait expliqué Nathalie, en 6 ans, 8 ans, ils ont changé des années 60 aux années 60. On a commencé les années 60, on était déficitaire complet, on dépendait de l'extérieur. Ils ont lancé Pisani, le plan Pisani, des centaines de milliers de francs à l'époque. 8 ans plus tard, on est excédentaire. Donc si on a changé dans ce sens, pourquoi on ne pourrait pas sur 8 ou 10 ans maintenant, en mettant les moyens, rechanger dans l'autre sens? Mais ça, il faut le financer. Sauf que l'Europe, elle vous l'interdit. Messieurs, dames, pas plus de 3%. Oula, 3,2% de votre PIB, c'est foutu. Vous ne pouvez pas emprunter plus. Comment on peut faire? Tout le monde ici, je suis sûr, a fait une maison ou a financé. Moi, j'ai envie de financer un magasin de producteurs, etc. Comment on fait sans emprunt? Pas possible. Donc l'argent, il n'y a qu'à l'emprunter. Ils ont trouvé 1000 milliards pour les banques. On va me dire qu'on va trouver 1000 milliards pour le climat. Hein, pourquoi pas? Donc c'est vraiment qu'une question de volonté politique. C'est pour ça que je me permets d'élargir le débat. Et je pense qu'il n'y a que la France insoumise qui propose un changement de traité. Tous les autres disent on veut changer les choses, mais à traité constant. Ça ne marche pas. Ceux qui vous disent ça, c'est des bonimenteurs. C'est pas vrai. On ne peut pas changer sans changer les traités européens. Les traités européens, donc bien sûr la règle des 3%, les traités européens qui obligent de ne pas... comment c'est déjà la convergence là? Je m'excuse, j'ai un trou de mémoire. Enfin, tous les autres traités européens qui nous bloquent sur... Ben oui, par exemple, on ne peut pas faire de concurrence, on est obligé d'être concurrent au niveau des services sociaux. On ne peut pas harmoniser nos services sociaux. On peut pas, il y a un tas de choses qu'on ne peut pas harmoniser, mais c'est écrit. Hein. Il faut vraiment regarder de proche ces traités, c'est écrit. Si quelqu'un veut compléter, j'ai l'impression. Allez-y, monsieur. Alors, je pensais aux tribunaux privés pour régler les conflits. Ah oui, les tribunaux d'arbitrage dans les... Oui, voilà, ouais. Et juste, je voulais parler c'était un peu tout à l'heure dans le protectionnisme solidaire, hein, qu'on laissait rentrer au niveau des produits agricoles, qu'on laisserait rentrer les produits agricoles à condition effectivement qu'ils soient au prix où on pense que l'agriculteur peut être payé correctement pour son travail, mais aussi s'il a été produit dans des conditions écologiques et sociales acceptables. Parce que, et cette harmonisation aussi dont parle Laurent, c'est évident que tant que dans les abattoirs roumains, les gens seront payés, je ne sais pas, ça doit être moins de 2 € de l'heure, et ben, on enverra les porcs se faire abattre et ils reviendront ensuite en France. Enfin, tout ça n'a aucun sens. Donc effectivement, il faut absolument une harmonisation, y compris pour l'agriculture. On ne peut pas être en concurrence dans l'agriculture. On est peut-être en tant que paysan aussi peut-être là pour donner des exemples précis. Donc quand je parlais des salades à 40 centimes à Cavaillon, d'accord, c'est que le gars a besoin de ça pour les produire. Donc le copain en question, c'est quand même un gros agriculteur. Monsieur Gross, il a quand même une bonne surface en serre, etc. C'est pas un petit agriculteur. Et donc, au moment où je m'ai raconté cette histoire, donc il a appelé son acheteur qui lui dit non, mais moi je les achète 35 centimes. Parce que moi, c'est ce que je paye en Espagne. Pour 5 centimes, ce qui n'est pas une fortune, il a obligé à passer en dessous de son coût de production. Et lui, pour lutter contre ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a dit, ben, moi après, j'ai vu, bon, ça fait quelques années, donc parce que là maintenant c'est très courant, à l'époque c'était beaucoup moins, il a pris des intérimaires en Espagne, d'accord, qui lui coûtaient, charge comprise, 13 € de l'heure, je crois. C'est-à-dire qu'en fait, les guests étaient 6 € de l'heure pour travailler en plein cagnard à Cavaillon, en plein été, pour ramasser des salades. Et ça, c'est en France. Voilà ce que ça mène, ce système c'est le dumping social, quoi, à grande échelle. Parce que pour 5 centimes d'euros, alors que derrière, ils vendent quand même 80 centimes d'euros la grande surface. Ils font quand même la culbute derrière, ils gagnent bien leur vie. Donc c'est ça qui est mesquin dans le système. Et donc ils disent oui, mais ça ne va pas marcher, on ne va pas s'en sortir, mais c'est des bêtises. Je veux dire, c'est pas pour 5 centimes de plus. Le gars en Espagne, il aura 5 centimes de plus par salade, il sera payé correctement et le supermarché va faire faillite. De toute façon, s'ils font faillite, c'est pas grave, on va se débrouiller pour les remplacer. Voilà, donc
on voudrait effectivement vraiment soutenir cette agriculture, on en a parlé là, hein, de cette agriculture paysanne, à taille humaine, respectueuse dans l'environnement. Se passer des pesticides, il faut savoir que c'est parfaitement possible quand on vous dit oui, mais alors on ne sera pas concurrentiel. C'est vrai, mais à la limite, on n'a pas envie de l'être. Hein. Voilà, c'est peut-être la question qu'il faut se poser. Est-ce que vraiment on doit être en concurrence sur la production de la nourriture? Déjà qu'on s'occupe de produire de la nourriture pour nous, de qualité, pour notre santé, pour le goût aussi, pour tout, pour le bien-être des travailleurs de l'agriculture. Et puis on arrivera à nourrir correctement la France et on n'ira pas se faire concurrence sur les marchés mondiaux. Et comme ça, on se foutra pas mal de savoir si ça coûte trop cher ou pas trop cher à produire. Voilà. Et puis quand on dit oui, mais alors tout le monde ne peut pas se payer du bio, ou bah oui, mais à partir du moment où on est dans un autre système, oui, il faut repenser le système globalement. Et au livret agriculture et alimentation, on est en train de réfléchir à un genre de sécurité sociale alimentaire et qui serait un mécanisme qui permettrait à tout le monde d'avoir accès à ces produits de qualité, mais qui de toute façon, dans notre esprit, il n'y aura même plus d'autres produits possibles quelque part. Si on fait une vraie transition agricole massive, ben, tout le monde aura accès à ces produits, et de toute façon, il n'y aura plus que ça de produits. Voilà. Alors pour les autres points, ils sont nombreux. Mais bon, ce que j'aimerais bien vous donner, moi, c'est des exemples précis sur un certain nombre de choses. Par exemple, je suis allé il n'y a pas longtemps au Salon de l'Agriculture, en fait pas très longtemps parce que c'est assez insupportable pour moi. Et donc il parle beaucoup d'agriculture de précision, etc. Donc l'agriculture de précision, je pense que c'est nous qu'on l'a fait. L'agriculture de précision, en fait, comme l'expliquait Nathalie, sur des systèmes justement de polyculture élevage où il faut être pointu sur la qualité des sols, sur la rotation de quelle légumineuse qui en plus correspond à tel endroit, il faut faire ça, tel autre, c'est pas la même chose. Donc je pense vraiment que nous on est dans la précision. Alors eux, l'agriculture de précision, je vais vous donner un bon exemple qui va vous éclairer. Il y avait un moment un type qui m'explique, voilà, alors là ce qu'on a un drone, tu vois, il survole les parcelles et là il va voir qu'il manque de l'azote, il va voir qu'il manque de ci, il va voir qu'il manque de ça. Donc après avec ce machin, donc on stocke les données, on envoie ça dans un tracteur, le type il arrive, son semoir d'engrais, il somme juste ce qu'il faut, il met ce qu'il faut où il faut, alors pas vraiment ce qu'il faut, mais beaucoup mieux qu'avant, on a diminué les doses. Sauf que ça c'est le système des engrais qui est stupide à l'origine. Pourquoi? Parce que d'accord, ils ont amélioré la méthode, d'accord, sauf qu'il faut du matériel qui vaut très cher, le tracteur en question, le GPS, tout ça, ça consomme de l'énergie, ça ne marche pas tout seul. Hein. Tout ça pour faire quoi? Pour continuer une fuite en avant, parce que le problème des engrais donc chimiques, c'est quoi? C'est qu'ils sont lessivés par l'eau et qu'ils partent dans les nappes. Donc une dame qui avait parlé de son puits où il y a des nitrates, etc. Donc là, ils améliorent le fait, on met moins de nitrates dans la nappe, mais on en met encore, alors qu'il y a la nature inventé un truc simple, ça fait quelques millions d'années que ça, il s'appelle l'humus. L'humus, vous savez, quand c'est dans le sol, ça minéralise exactement ce que la plante a besoin, exactement où elle en a besoin, il n'y a aucune perte dans l'eau. Système complètement efficace. Bah, bien sûr, ça rapporte rien aux agro-industriels. Si les mecs se mettent à faire du compost, ça ne rapporte pas grand-chose à l'agro-industrie. Mais en attendant, c'est ça qui marche. Donc voilà le genre de dérive à laquelle ils nous amènent. Ils ont une mauvaise solution et ils mettent des emplâtres au-dessus pour la pousser au maximum de son efficacité. C'est ça qu'ils appellent l'agriculture de précision. C'est la connerie dans la précision. Je voudrais vous demander, sur un plan politique, sur quelle alliance d'autres Européens vous pouvez compter. Oui. Merci, on a oublié d'en parler. Alors, eh ben, au niveau agricole, hein, parce que nous on connaît vraiment ça, on a beaucoup travaillé avec Podemos et le Bloco d'Escalda, et du coup on a une plateforme commune de position commune, on a un document, je ne sais pas trop où il est consultable d'ailleurs ce document, mais enfin ça reprend ce qu'on vient de dire, hein, voilà, on a harmonisé toutes nos idées avec eux, à minima, parce que, enfin non pas à minima complètement, mais après il y a d'autres discussions encore avec l'Irlande, les Pays-Bas, l'Italie, voilà. Mais en tout cas ce qui est vraiment formalisé et au point c'est avec l'Espagne et le Portugal. Ouais. Qu'en est-il de la spéculation, tant foncière que sur les matières premières? Pardon, sur les matières premières. Ouais, spéculation foncière et spéculation sur matières premières. Quelle loi on pense prendre comme ça, ou les lois que l'on pense prendre contre ça pour la réguler un peu? On va peut-être expliquer ce que c'est. Ben, la spéculation foncière, c'est très simple, c'est-à-dire que des gens achètent des terres donc sans être agriculteurs en fait, et puis espèrent plus tard organiser la rareté et donc faire monter les prix pour arriver à faire de l'argent derrière, donc ils bloquent ça.
Alors Pour la avoir les DPB aussi. Pour avoir les DPB aussi. Et puis bien sûr pour avoir toutes les aides qui sont liées à ces terres pour l'instant, mais aussi, et oui c'est ça, et puis pour avoir donc la main dessus. Et donc il y a des grosses sociétés qui se cachent avec des gens de l'étranger qui ont beaucoup d'argent, des capitaux en fait, qui investissent parce qu'ils ont très bien compris en anticipant pour le futur que la terre c'est quand même vital pour produire et que donc ils tiendront en fait encore toujours un filon quoi, hein, comme toujours. Et comment ils contournent les SAFER? Pour l'instant, les SAFER les SAFER, donc c'est des sociétés qui protègent en fait, ce sont des sociétés privées mais gérées sous la main de l'État, qui en fait empêchent trop de concentration théoriquement, empêchent trop de concentration des terres. En tous les cas, un rôle de régulateur du foncier, qui leur permet de préempter des terres. Si jamais ça ne sent pas bon, ils préemptent et ils revendent des agriculteurs, etc. Sauf que là, le problème, c'est qu'il y a des sociétés et qu'ils n'ont pas droit de regard sur les parts de société. Donc une fois que c'est passé en société, la société revend ses parts et là, la SAFER n'est pas au courant. Et donc c'est comme ça qu'ils arrivent à concentrer des grosses surfaces. Pour l'instant, parce que la parade est dans les tuyaux, même le gouvernement s'en est rendu compte et il y a une loi qui est en cours, mais en attendant, elle n'est pas encore effective. Et il y a encore comme ça des montages où les Chinois... Ils l'ont repoussé, hein. Ils l'ont repoussé. Ouais. Donc Deng Xiaoping, là, il est passé par là sûrement. 3000 hectares d'un coup, ils avaient réussi à acheter 3000 hectares comme ça dans la zone, je ne sais pas où, vers là-haut. Donc en effet, là on a un souci de concentration, de spéculation sur la terre. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Même vous, à votre niveau, il y a des organismes qui s'appellent, alors bien sûr, c'est à une échelle différente, mais il y a Terre de Liens, il y a des finances de la Nef ou d'autres banques éthiques qui permettent d'acheter des parts. Il y a des GFA, là, on a vu la petite cet après-midi, Bergère, qui a donc monté un GFA, en fait, avec une tontine, qui les a aidés à financer leur exploitation. Donc c'est quand même une cinquantaine d'hectares, c'est quand même un bâtiment qu'elles sont en train de construire, financé comme ça par des gens privés qui mettent de l'argent là-dedans. Donc il y a des gens qui en ont plus, d'autres qui en ont moins, qui prennent des parts et qui aident à financer. Donc on va dire que la société civile peut s'emparer de ça. Moi-même, j'ai 1,5 hectare de vignes que j'ai fait acheter comme ça, en GFA par des gens. Je leur donne chaque année une bouteille de vin en fermage, on va dire, à tous. Et ils viennent m'aider quand ils peuvent, quand ils veulent, s'ils peuvent tailler, je leur apprends un petit peu. Donc ça fait un échange entre nous. Et c'est vrai que ça marche bien. Il y a des tas de formules comme ça. Il y a aussi des collectivités locales, maintenant, qui achètent de la terre et qui la bloquent pour la mettre à disposition d'agriculteurs. Donc il y a des tas de systèmes dont il faut s'emparer. Mais c'est sûr qu'avec le vin ultralibéral actuel, tout ça, c'est pas une grosse échelle, mais il y en a un petit peu qui se fait. Donc tout le monde peut agir. La spéculation sur les matières premières, bon ben ça c'est vu comme le monde, c'est même pire que ça, c'est des produits dérivés, c'est même plus de la spéculation sur les matières premières, c'est la spéculation sur par exemple le fait qu'il va pleuvoir dans 2 mois au Mexique et que le maïs va monter, et donc il y a des types qui vendent ces titres-là. Donc après, si ça vous intéresse là, je ne veux pas vous saouler, mais s'il y en a que ça intéresse, je peux leur expliquer la création monétaire et la dérive qu'il y a. Enfin, tout le monde dit qu'il manque de l'argent, mais en fait il ne manque pas d'argent. Mais je ne veux pas vous saouler avec ça, donc on va passer à d'autres choses. Et si je veux placer ça à la fin, qu'il y en a un que ça intéresse, quelques-uns que ça intéresse, je développerai. Sur la spéculation foncière, je voulais ajouter qu'il y a pas mal d'initiatives citoyennes, que vous pouvez être vigilant, vous, à votre niveau, peut-être en participant, en vous portant volontaire pour... tu sais, c'est ce qu'ils avaient dit aux 20 ans de la conf du Vaucluse. Il y a moyen, en tout cas, que chacun... Mais ça, c'est les paysans, oui. Non, c'était pas que les paysans. Non, c'est en tant que citoyen, dans votre commune, vous pouvez être un relais parce que pour des associations qui essayent de faire en sorte justement qu'il n'y ait pas toutes ces magouilles de spéculation sur les terres. Alors en France, c'est vrai que les SAFER protègent, c'est vrai qu'il y a cette faille-là des sociétés. Et on n'arrête pas de nous dire mais non, pas d'inquiétude, c'est pas grave. En réalité, si. En Roumanie, par exemple, il y a 10% des terres qui, ces dernières années, là, en 4-5 ans, sont passées comme ça, sous gros capitaux, sans que personne n'y voit rien. Et en France, la loi qui devait protéger ça, elle a été repoussée encore. Il devait y avoir un paquet de loi en 2019. En fait, ça a été repoussé à minima à 2020. Donc, on n'arrête pas de nous dire mais non, il ne se passe rien, tout va bien. Mais non, c'est pas vrai, quoi. Vous avez d'autres questions? Les jardins partagés aussi, c'est pas la profession agricole, mais... Les jardins de ville, les jardins partagés, en effet, il y a beaucoup de choses à faire. Chacun d'entre vous peut essayer de créer dans son coin, trouver un petit bout de terre à louer, que ce soit par la mairie ou quelqu'un d'autre, et le mettre en valeur. L'agriculture urbaine aussi, l'agriculture sur les toits, ça produit un petit peu. Ça aide des gens à prendre conscience que c'est l'agriculture, et ça produit quand même, ou même dans des garages, il y a des trucs hydroponiques. Il ne faut pas que ce soit bien sûr fait avec des engrais chimiques, etc., mais des cultures propres qui existent comme ça, et qui se développent partout dans le monde. Donc il y a vraiment beaucoup d'alternatives qui existent.